Alors, je vais rapidement vous présenter en 3 phrases, hein. Jacques Hainaut, journaliste, auteur, conférencier, spécialiste des nouvelles technologies. Emmanuel Feinstein. Alors ça, ceux qui travaillent dans le domaine des sectes vous connaissent bien. Journaliste à Libération, auteur de Scientologie, autopsie d'une secte d'État. Ça nous rappelle des choses. Et puis Antonio Fischetti. Alors qu'est-ce que je dois dire? Docteur ès sciences d'abord. Parce que ce n'est pas toujours le cas de tous ceux que nous recevons. Et journaliste à Charlie Hebdo. Voilà, c'est un... Mais vous avez chacun un micro, hein. Voilà, je serais tenté de rappeler d'abord, parce qu'il faut quand même rappeler ça, le sujet qu'on avait donné pour notre conférence. Les médias peuvent-ils favoriser la diffusion de l'esprit critique? Voilà une bonne question, mais bon, on va essayer de ne pas faire 3 jours de débat sur le sujet, parce que ça mériterait peut-être ce temps-là. Et je vous demanderai volontiers de réagir, messieurs, comme ça, à froid ou à chaud, hein, je ne sais pas comment il faut dire, à cette question. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Et puis on verra après comment ça peut se développer. Qui prend la parole? C'est libre. Vaste question, difficile de répondre sur l'esprit critique, puisque c'est une très très large question. Moi, je disais à mon camarade Antonio Fischetti, bien de commencer comme ça, puisque moi, quand j'ai commencé à bosser sur la scientologie, donc au début des années 2000, voilà, il y avait un numéro culte de Charlie Hebdo qui s'appelait Garou-Gourou. Voilà. Charlie saute sur les sectes. Charlie saute sur les sectes, exactement, et qui m'avait servi de bonne base de travail. Et j'en parle parce qu'il me semble que dans les années 90, on parlait beaucoup plus des sectes, on parlait beaucoup plus notamment de la scientologie. Alors peut-être parce qu'il y avait plus d'affaires, mais aussi parce que les médias sans doute s'y intéressaient plus. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a une sorte de désinvestissement un petit peu du sujet, notamment sans doute à cause de la radicalisation et les nouvelles formes, notamment le djihadisme qui occulte beaucoup le terrain, notamment de la Mivilude, hein, puisqu'à Libé, nous on a fait un sujet il y a de ça quelques mois pour expliquer que la Mivilude travaillait un petit peu moins sur le sujet des sectes, en tout cas des sectes, on va dire, dites traditionnelles, notamment la scientologie, et puis évidemment tous les petits groupes qui se développent toujours autant dans la formation professionnelle, notamment, puisque c'est là qu'il y a beaucoup d'argent. Et donc sur l'esprit critique, voilà, je pense qu'il y a toujours un véritable intérêt des journalistes, mais que c'est devenu plus difficile, c'est beaucoup plus dilué. Et puis il y a aussi ce phénomène du djihadisme, j'ai l'impression, qui occupe énormément le terrain aujourd'hui. Je pense que... Merci, je sais pas, réagissez. Oui, effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'on parle beaucoup moins des sectes dans les médias aujourd'hui. Donc on avait fait une hors-série avec T-News, dessinateur de Charlie Hebdo, et donc à cette époque-là où on avait vraiment passé pas mal de temps à l'intérieur des sectes, et c'est vrai que ça avait été pas mal repris. Maintenant, je crois que le problème des journaux, des médias, c'est un problème récurrent qui ne concerne pas que les sectes, mais ça se manifeste assez particulièrement pour les sectes. C'est toujours ce qu'on appelle l'actualité. Voilà. Donc il faut qu'il y ait une actu pour en parler. Et le problème des sectes, alors du coup, quand on propose un article dans un journal, alors c'est quoi l'actu? S'il n'y a pas un procès, s'il n'y a pas un suicide, s'il n'y a pas ce genre de choses, on ne va pas en parler. Eh bien... C'est ça le problème. Moi, je me bats toujours contre cette dictature de l'actualité parce que elle fait que y a plein de sujets dont on ne parle pas justement, mais qui sont là, qui sont dilués, qui sont présents, qui progressent, mais qui ne se font pas remarquer par un coup d'éclat. Et justement, les sectes ont compris ça, parce que nous, à l'époque, il y avait encore des sectes, je dirais, caricaturales, un peu, comme je pourrais dire. Mais maintenant, elles ont compris qu'il faut qu'elles ne fassent pas de vagues. Justement, pas de visibilité, et même éviter tout ce qui pouvait, disons, les rendre facilement infiltrables par des journalistes sur Internet, des numéros de téléphone, des adresses, ce genre de choses. Maintenant, il y a un travail qu'elles ont compris, je pense, vraiment
font tout pour passer incognito et alors, du coup pas se faire remarquer. Mais du coup, les journalistes, justement, voilà, se disent non, il se passe rien. Mais si, il se passe des choses. Sauf que bon, il faudrait sortir justement de cette dictature du spectaculaire obligatoire pour en parler, quoi. Voilà. Enfin, ça, c'est la première chose que je pourrais dire. Après, il y a d'autres choses qui me viendraient à l'esprit. Donc, bonjour, moi je ne suis pas spécialiste des sectes du tout, je suis plutôt journaliste spécialiste des nouvelles technologies de l'information et puis je donne des conférences devant des utilisateurs de ces outils de 7 à 77 ans. Donc ce qui m'a plutôt intéressé dans le thème de cette conférence, de cette petite discussion, c'est l'esprit critique. Moi j'essaie effectivement très modestement d'inculquer un peu d'esprit critique aux enfants devant lesquels j'interviens. J'essaie aussi de leur expliquer ce que c'est qu'une secte. C'est vrai que je crois que personne ne leur a dit. Personne ne leur parle des sectes, personne ne leur dit ce que c'est. Donc lorsque je parle des nouvelles technologies, je leur fais comprendre qu'on peut tomber sur des sites qui ont l'air très bien, mais qu'il faut savoir qui est derrière, qui a créé le site, pourquoi il nous tient ce discours, etc. Et puis je montre, exemple à l'appui, qu'on peut tomber sur des sites qui ont l'air très très bien, qui veulent lutter contre l'enfermement psychiatrique, et puis derrière on a des sectes. Donc si on ne fait pas attention sur Internet, on se retrouve rapidement, on peut se retrouver en contact avec des sectes. Donc il faut le dire aux enfants. Après, sur le thème de l'esprit critique, j'espère que tous nos confrères journalistes, et j'en suis certain pour ceux qui sont là, ont un esprit critique. J'essaie d'avoir un esprit critique. C'est parfois, on se heurte à des choses un peu bizarres. On a eu... Alors, je ne vais pas critiquer celui qui vient d'intervenir, mais c'est un peu tentant quand vous avez quelqu'un qui présente sa conférence de ce matin en disant que c'est très bien, et puis il rigole doucement de la table ronde qui va avoir lieu sur les journalistes, en disant qu'ils peuvent pas avoir, sous-entendant qu'on ne peut pas avoir d'esprit critique. Il y a un problème, si vous voulez, cette personne qui parle de l'esprit critique et qui sous-entend que les journalistes il faut se méfier des journalistes. C'est quelque part, il dénigre les journalistes. Donc il nous met aussi, comme on en a entendu parler tout à l'heure, il disait qu'on se méfie de la société civile. Maintenant, même des gens qui sont censés promouvoir l'esprit critique disent qu'il faut se méfier des journalistes. Donc il faut avoir un esprit critique sur l'esprit critique, quelque part. Je suis désolé, mais là... Ça, c'est clair. Mais non, on est allé un peu loin, là, je trouve. Il faut aller loin aussi pour provoquer des réactions. Hein. Et c'est très bien d'avoir cette réaction et de dire, est-ce que vraiment les journalistes sont concernés ou pas par cet esprit critique. Mais il y a une autre question que vous venez d'évoquer et qui me paraît intéressante, c'est est-ce que les médias sont tous équivalents ? Parce que, bon, vous avez évoqué Internet, est-ce que finalement dans la diffusion de l'information et de la désinformation, est-ce que la presse écrite, est-ce que la radio, la télé, Internet sont équivalents ? Est-ce que pour vous, c'est le même journaliste qui peut travailler sur ces différents médias ? Moi, je retournerais un petit peu la question en se demandant plutôt quel est l'impact d'Internet sur l'esprit critique des gens plutôt. Et en l'occurrence, sur la scientologie, l'arrivée d'Internet a changé énormément la donne. Puisqu'effectivement, à l'époque, c'était des médias, enfin toujours aujourd'hui, mais des médias dits institutionnels, installés, qui traitaient ce genre de sujet. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'à l'époque, la scientologie était beaucoup plus puissante qu'aujourd'hui, et elle attaquait systématiquement toutes les personnes qui s'intéressaient ou qui écrivaient sur elle. Et la scientologie a toujours fait payer une fortune ses documents internes, comme certains le savent peut-être. Et l'arrivée d'Internet a eu plusieurs conséquences. C'est déjà de rendre accessible au plus grand nombre tous ces documents que la secte vendait une fortune, donc qui a un peu permis de relativiser le coût de ces... Et puis évidemment, a donné un accès beaucoup plus large à une information qui jusqu'ici était plutôt, alors soit le fait de certains journalistes dits corrompus puisqu'ils osaient révéler les secrets de la secte, soit disons une information relayée parce que les scientologies appellent les apostats, donc toujours en partant du principe que ceux qui crachent dans la soupe sont finalement les déçus du mouvement et ne sont absolument pas représentatifs. Et ce qui s'est passé avec des mouvements comme Anonymous par exemple, c'est qu'il y a eu un accès beaucoup plus large à un certain type d'informations, notamment à des témoignages d'anciens adeptes qui sont sortis du mouvement et qui ont pu s'exprimer comme ça avec une audience beaucoup plus large. Et c'est vrai que ça, pour le coup, ça a permis de développer, alors le sens critique des journalistes, je pense qu'il était un petit peu, voilà, c'est un peu notre métier quelque part, mais en tout cas le sens critique d'un public beaucoup plus large. Et là-dessus, Internet a joué un rôle très très important, il me semble.
Oui, alors donc la critique à l'égard des journalistes, hein, je la connais bien d'une part, enfin disons pour aussi la recevoir aussi parfois, hein, et je la trouve très légitime. Et simplement, le problème c'est que parfois elle est contre-productive puisqu'on ne peut pas mettre tous les journalistes dans le même sac. Qu'est-ce que ça veut dire? Le journaliste qu'on fait à Libération ou à Charlie Hebdo n'a rien à voir avec le journalisme qu'on peut faire dans une émission grand public d'une chaîne du câble sur le paranormal, par exemple. Ils ont leur carte de presse aussi, pourtant. Hein. Donc, ils ne s'exercent pas partout l'esprit critique. Par exemple, bon, je donne un exemple que j'ai vécu moi-même, hein, très concrètement. On m'avait proposé d'animer un débat avec les frères Bogdanov. Bon, j'ai hésité. J'ai passé plusieurs jours à savoir si j'allais dire oui ou non. Alors plein de gens, des collègues, hein, de chercheurs, des amis du CNRS m'ont dit mais il faut pas faire ça, tu vas complètement te discréditer. C'était pour le salon du livre, hein, mais dans la grande salle du salon du livre, hein, il s'était rempli. Hein, il y avait, je sais pas, plus de 1000 personnes, donc c'était très suivi. J'ai hésité, mais après je me suis dit mais en fait pourquoi ne pas leur donner justement la répartie? Simplement ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit d'accord, mais j'y vais pas pour leur servir la soupe. C'est-à-dire que j'ai passé le week-end à potasser vraiment les livres, leurs livres, hein, et puis j'avais préparé des questions vraiment contradictoires, hein, pour voir ce qu'ils allaient répondre. Donc première question un peu gênante, ils bottent en touche comme ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire de faire le spectacle et répondre à côté, etc. Puis après, deuxième question, ils se disent mince, il va pas nous lâcher, et bon, et ça a continué comme ça, et bon, j'ai vraiment moi j'étais content parce que j'avais vraiment un rôle de contradicteur, et puis qui les lâchait pas. Sur les conneries qu'ils disaient, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, hein, parce que c'était vraiment n'importe quoi, hein, leur livre quand on lit vraiment, hein, en détail. Maintenant, et je me suis rendu compte, en fait, une chose, c'est qu'ils n'avaient jamais été confrontés à cet exercice, jamais. C'est-à-dire que soit ils vont dans des émissions de spectacle avec des Ruquier, des Morandini, des gens comme ça, qui en fait, font le show, mais jamais ils ont une question sur le fond. Soit dans d'autres émissions, les vrais scientifiques ne veulent pas débattre avec eux et ils ne sont pas invités dans des émissions scientifiques comme La Tête au carré sur France Inter, ce genre de choses, parce que l'animateur aurait peur de se discréditer. Et donc en fait, cet exercice que je leur avais servi, en fait, ils les avaient complètement décontenancés. Ils n'avaient pas l'habitude ils n'avaient pas l'habitude qu'on lise leurs livres, quoi, en fait, tout simplement. Ces gens-là, voilà. Après, maintenant, il y a une autre critique à l'extrême, mais qui devient extrémiste. Justement, d'actualité récente, la semaine dernière, on m'a proposé de faire une émission, vous pouvez écouter, sur RFI, autour de la question, l'émission de science. Et j'ai fait une émission avec Richard, mon voisin, sur les pseudosciences. On peut l'écouter encore en podcast, donc à 1 heure d'émission. Et suite à cette émission, je me retrouve à l'inverse avec des critiques de gens qui sont un petit peu dans une critique bourdieusienne des médias, qui en fait ne laissent pas assez de temps aux gens. Alors parce qu'il y avait le journal, parce qu'il y avait des extraits sonores, parce qu'il y avait de la musique, et du coup la personne n'a pas assez de temps pour parler. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on se retrouve on fait un cours, soit on se retrouve effectivement dans une émission sur France Culture pendant 1 heure où la personne a le temps de parler, mais elle va être écoutée par des gens qui sont des étudiants en sciences ou des bac plus 5, soit on joue le jeu d'avoir un ton plus léger, mais on va être écouté par des chauffeurs de taxi, des gens qui font la vaisselle, qui connaissent rien, mais effectivement, on ira moins dans la profondeur. Moi, je pense qu'il faut défendre aussi cette légèreté, quitte à se faire justement critiquer par cet autre pan à
l'extrême d'ultra, je dirais, puriste un petit peu. Hein, voilà. Entre le show de Bogdanov et puis l'ultra-purisme qui ferait qu'on ne parlerait jamais finalement de cela tant qu'on n'a pas une heure ou deux d'écoute, il faut trouver un juste milieu. Oui, de toute façon, les gens qui écoutent soit une émission, soit un cours d'ailleurs, ils retiennent quel pourcentage du message? 8% dans le meilleur des cas. Ouais, mais le problème, c'est quand on parle de sectes, de pseudosciences, etc., moi je pense qu'il faut essayer de ne pas s'adresser à des convaincus, mais justement à ceux qui pourraient être perméables. Mais il vaut peut-être mieux finalement quelques phrases à impact qu'un long discours. Pourquoi pas? Et puis vous avez un peu effleuré là, à l'instant, on va dire le marché médiatique, parce que c'est ça, et la concurrence entre les différents médias. Est-ce que ça limite pas un peu justement la sélection des sujets? Ça limite pas un peu la liberté qu'on laisse aux journalistes d'intervenir en tant que tels, puisqu'il faut quand même qu'on résiste à la concurrence? Écoutez, moi j'ai jamais eu de contraintes, de véritables contraintes, ou alors si j'avais des contraintes, je suis parti, si vous voulez, mais de la part des médias. Par contre, j'ai des contraintes de la part des interlocuteurs. Moi j'ai des interlocuteurs, des grandes entreprises, des grands groupes mondiaux qui refusent de me parler. Alors, ils sont très polis. Hein. Ils me disent écoutez, on a bien reçu votre demande, on va essayer de vous trouver un interlocuteur. Puis après, ils reviennent vers moi en disant non, désolé, on n'a personne, mais on peut vous envoyer des éléments de langage. Donc, ils me renvoient sur le blog officiel, etc., etc. Donc, vous avez quand même maintenant des grands groupes mondiaux, hein, des très grands noms, qui pratiquent une espèce d'omerta vis-à-vis des journalistes. Alors, c'est très poli, c'est très bien fait, mais on n'a pas de répondant. Donc, quand vous n'avez pas de répondant, vous ne pouvez pas critiquer. Vous pouvez pas faire votre travail. Moi, ça m'amuse pas de recopier. Je suis pas là pour recopier ce qu'il y a écrit dans un blog. Ce qui m'intéresse, c'est de poser des questions, discuter, etc. Je pose c'est ça le métier de journaliste, c'est de prendre un élément et d'en discuter à fond, et de demander l'avis à une autre personne pour avoir la contradiction éventuellement. Moi, à la limite, je connais rien. Il y a un sujet, je suis là pour essayer d'enquêter, fouiller, trouver des interlocuteurs qui me semblent valables, les mettre parfois en contradiction, et essayer de faire une synthèse. Mais quand vous avez des gens qui ne vous répondent pas, vous ne pouvez rien faire. Et ça se développe de plus en plus, je trouve. Donc, moi, le problème ne vient pas tant des médias, de mon point de vue, qui suis journaliste indépendant, qui propose des sujets, etc. Donc, c'est pris ou c'est pas pris, que des interlocuteurs qui refusent de me répondre, peut-être parce qu'ils estiment que j'ai trop d'esprit critique. Je ne sais pas. Modestement, c'est un peu immodeste. Qu'en pensez-vous ? Pour rebondir sur ce que vous disiez, sur les interlocuteurs qui parlent ou pas, moi je parle de ce que je connais en l'occurrence, donc la scientologie, eux c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils parlent beaucoup, ils sont ravis de parler aux médias, après avec un discours extrêmement cadenassé et puis qui fait partie aussi de la propagande, notamment en expliquant qu'ils sont 12 ou 15 millions à travers le monde, qu'ils sont 45 000 en France alors qu'ils sont quelques centaines tout au plus. Il y a un procès qui se tient en ce moment à Bruxelles, un énorme procès. Ça fait 18 ans que l'enquête est ouverte. Donc c'est un procès que nos amis belges attendaient depuis longtemps, qui est un peu un calque du procès qu'il y avait eu à Paris il y a quelques années pour escroquerie en bande organisée. Là-bas, c'est un procès pour organisation criminelle. Donc il y a 12 prévenus, dont ce qu'on appelle les personnes morales, donc l'entité de la scientologie elle-même. Alors Bruxelles, c'est d'autant plus important que c'est la capitale de l'Europe. On sait qu'aujourd'hui, la scientologie, de toute façon, quand elle est condamnée, se pourvoit en cassation d'abord, mais évidemment en bout de chaîne devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on sait bien que eux, c'est à ce niveau-là, et on sait que la Cour européenne des droits de l'homme, et ça c'est un élément très intéressant, il me semble, a une conception très libérale des mœurs, et aussi d'une conception très libérale, on va dire, de ce qu'ils ont une prétendue liberté religieuse au sens large. Et comme on sait que la scientologie et que d'autres mouvements dits sectaires ont pour objectif de se faire passer pour des religions, alors c'est vrai que le débat secte-religion, c'est toujours extrêmement complexe, puisque même les spécialistes, les théologiens, ont des avis très différents là-dessus. Je pense qu'il faut d'ailleurs pas, que c'est un piège dans lequel il faut
pas forcément tomber. Difficile. Moi, dans mon livre, j'avais dès le départ écarté ce débat en considérant que de toute façon, c'était une question de spécialistes qui était presque impossible à résoudre. Donc plus s'intéresser aux faits, et en l'occurrence aux dérives sectaires qui sont totalement caractérisées et établies, plutôt qu'à la nature prétendue des mouvements. Et donc pour revenir sur la scientologie, c'est vrai que leur communication, pour le coup, est une forme de propagande, qu'elle est totalement plaquée, et que, alors à l'époque, ce que je disais tout à l'heure, ils avaient l'habitude d'attaquer les journalistes. Aujourd'hui, ils ont moins d'argent, donc ils ne le font pas. Mais par contre, ils ont toujours cette sorte de communication parfaitement rodée pour, quand un journaliste connaît mal le sujet, lui servir des arguments tout prêts qui s'il n'a pas assez d'esprit critique, pour le coup, relaiera sans contradiction. C'est un peu ça le risque aujourd'hui de ces grandes organisations qui ont des départements communication très puissants. Vous venez d'aborder une question intéressante parce que, en fait, à l'époque, on était très attaqués, dites-vous. Et je me suis toujours demandé comment faisaient les journalistes. Alors, excusez-moi du mot, le numéro culte que vous aviez sorti sur les sectes, parce que c'est vraiment une référence au numéro, je me suis dit que vous aviez dû avoir tout un tas de procès aux fesses, enfin, je ne sais pas. Il y en a pas tant que ça, il y en a eu quelques-uns. Il y a eu surtout des tentatives, mais en fait on a un très bon avocat et qui leur a montré, Raël par exemple avait fait plusieurs tentatives de procès, mais ils sont tellement mauvais. Alors leur avocat, je ne sais pas qui c'est, franchement, mais ils n'ont même pas pu aller au bout, quoi, parce qu'en une lettre on leur a dit mais bon. Vous êtes sûr de perdre, quoi, donc vous pouvez continuer, mais bon, en fait, ils n'ont pas été au bout de la procédure. La scientologie aussi avait fait comme ça, nous avait fait quelques menaces, mais enfin, il n'y avait pas. Enfin bon, à moins d'être vraiment masochiste, ils n'avaient vraiment aucune chance de gagner, quoi, puisque tout ce que je disais était vrai, on pouvait le prouver, c'était attesté, il n'y avait pas de diffamation, il n'y avait pas d'insulte, non, c'était juste la réalité, ça suffisait. En fait, Et on a eu un seul procès qui est allé au bout, c'était pour une thérapie qui s'appelait la communication facilitée, qui en fait est censée permettre à des gens, des autistes très profonds, des gens qui n'ont pas du tout accès au langage, à communiquer en tenant la main de quelqu'un qui tape sur un écran, et puis qu'après, il y en a qui ont soi-disant écrit des livres comme ça. Et en fait, ça ne tient pas 2 secondes la route. Et là, personne, donc Marie Vexio, je crois, avait fait un procès qu'elle a perdu, donc. Elle avait fait appel, elle a reperdu encore. Enfin bon. Donc maintenant, je pense qu'effectivement, les problèmes financiers font que ça leur coûte cher. Donc même à Charlie Hebdo, il y a moins de procès. Nous, finalement, on regrette un peu parce que ça nous amuse un peu, surtout quand on est sûr de gagner, quoi, en fait. Donc sinon. Je voulais dire quelque chose, du coup, votre question m'a perturbé. Pardon. Ça va me revenir. Pardon. J'étais en train de. Ça va me revenir. Quelqu'un veut prendre la voix? Non, écoutez, moi, une fois, j'avais participé à une conférence sur les nouvelles technologies et les sectes. C'était l'association Sophie, je crois, qui organisait ça. Sophie, dans Val-de-Marne. Voilà, il y avait quelqu'un de la scientologie qui était au fond, enfin ils étaient 2 même. Et après j'ai reçu quelques emails, mais ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. C'est très factuel. Ils voulaient me proposer des éléments d'information. J'ai même pas répondu, donc j'ai pas eu de problème de ce côté-là. Donc vous êtes encourageant parce que vous dites que finalement on court pas beaucoup de risques quand on dit des choses vraies. Écoutez, si on dit des choses qu'on estime vraies, après les avoir vérifiées et frotter son esprit critique contre, je ne sais pas où est le danger, vous savez. Mais une des choses que je voulais dire, c'était justement, je pense que moi, ce qui m'agace vraiment au plus haut point quand je vois mes confrères journalistes traiter de certains sujets comme ça, c'est que ils sont tellement obsédés par la simplicité et la caricature que du coup, ils ne vont pas dans la complexité des choses. Et par exemple, quand on a parlé en 2012, la fin du monde, moi j'avais fait plusieurs reportages là, sur Bugarache, tous ces gens qui se retrouvaient là-dedans, et je voyais tous les gens de TF1, M6, etc.,
qui était à la recherche, comme dans un safari, de la personne complètement farfelue qui vivait au fond de sa grotte. Il y avait que ça qui les intéressait, c'est tout. Il y avait que ça. Bon, alors s'ils avaient ça, ils étaient contents, ils avaient leur image, mais si c'était un peu plus subtil, parce que les types en face étaient habillés comme eux, en pantalon normal, n'avaient pas l'air farfelus, bah, du coup ça les intéressait moins, alors qu'en fait c'était là que c'était le plus intéressant même. Et du coup, cette recherche de complexité, eh bien, demande trop de temps aux journalistes, ils ont pas envie, ils savent que ça va pas faire le buzz, comme on dit, et du coup, ils n'en parlent pas, quoi. Et alors que justement, Bougarache, là, ce qui était intéressant, c'est que c'est pas de voir le farfelu chevelu là qui vit dans sa grotte en autiste, c'est de voir un ingénieur, un prof de physique qui va vous expliquer très calmement autour d'un verre, et puis qui n'aura pas du tout l'air zinzin, mais qui va vous expliquer que finalement il y a des extraterrestres dans la montagne, etc. Et de comprendre comment lui il est arrivé à ça, je dirais, c'est un travail de décryptage psychologique auquel la plupart, parce que moi, c'est encore une fois, je ne mets pas tous les médias dans le même sac, évidemment, mais disons les grands médias, quand je dis la plupart ne s'y prêtent pas, c'est les grands médias, c'est le TF1, c'est les grandes chaînes, mais ce sont eux quand même qui sont les plus vus. C'est pas nos petits lecteurs, nous, de presse écrite, qui atteignons le grand public. Et voilà. La différence à la décharge de nos confrères de la télé, c'est qu'ils ont besoin de faire des images. Et c'est vrai que c'est toujours plus vendeur, sans que ce soit péjoratif, forcément, d'avoir les gourous un peu caricaturales, enfin une image un peu caricaturale, comme vous disiez, mais qui est aussi une imagerie, pour moi, datée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit l'importance de certaines dérives dans le milieu de l'entreprise, c'est vrai que c'est pas du tout des fous furieux habillés de manière... Enfin, voilà. On est vraiment sur des profils beaucoup plus classiques, traditionnels et pas moins inquiétants. Néanmoins, sur l'intérêt, c'est un peu ce que je disais au départ, sur l'intérêt, on va dire peut-être moins fort des médias pour les sectes. Je pense qu'il ne faut pas non plus trop... pointer les journalistes. Je pense qu'il y a aussi un désintérêt malheureusement de la société elle-même et notamment politique, puisque faut se rappeler encore une fois le rapport de 95 sur les sectes, qui a été quand même un document fondateur en France dans la lutte contre les sectes, que beaucoup sans doute connaissent ici, était déjà très révélateur de l'inquiétude. Moi je me rappelle quand j'étais gamin au début des années 90, ma mère me disait attention aux sectes, quoi. Aujourd'hui c'est absolument plus dans l'air du temps. Même si, encore une fois, il y a cette nouvelle menace, mais qui très, très très différente. Donc il y avait c'était une priorité politique à l'époque, dans les années 90. On se rappelle du grand procès de la scientologie à Lyon en 97. On se rappelle du rapport de parlementaire de 1995. Il y a eu d'autres d'ailleurs rapports parlementaires. Il y avait des personnalités. Georges Fenech, qui était donc cet ancien juge qui avait instruit, qui est devenu patron de la Miviludes. Alors, faut savoir qu'à l'époque c'était la MILS. Enfin, lui, il a été. Donc on parlait déjà. C'est intéressant de voir qu'on parlait de secte à l'époque, alors qu'aujourd'hui on parle plus que des dérives sectaires. On n'a plus le droit de parler de secte en réalité. On peut être attaqué pour diffamation quand on dit qu'un mouvement est une secte. Donc déjà ça en dit long sur une espèce de dérive où finalement aujourd'hui, sous couvert d'ouverture et de liberté de croyance, il y a une sorte de chape un petit peu qui s'est installée, et du coup il y a une sorte de nivellement où on ne peut plus ni critiquer frontalement un mouvement, ni décréter que c'est une secte, par exemple. Même si, encore une fois, il faut relativiser l'importance de la sémantique, mais malgré tout, ça dit quelque chose. Donc je pense qu'au-delà de l'intérêt des journalistes, qui ne sont que le reflet aussi de leur époque, je pense qu'il y a un désintérêt à la fois des politiques et peut-être même des citoyens. Alors, est-ce que le danger est moins important ? Je ne suis pas convaincu pour autant, mais voilà, il me semble que... Oui, je trouve que, pour parler de la presse écrite et le média pour lequel je travaille, il y a aussi moins de place. En 10 ans, moi j'ai perdu la moitié de place pour des articles. Avant, on pouvait faire des articles sur 2 pages. Maintenant, si vous avez une page pleine, c'est le bout du monde, quoi.
la presse écrite traverse une crise qui est due effectivement à la concurrence d'Internet. Il faut trouver un nouveau modèle économique, etc. Donc je pense que Libération, c'est effectivement connaît quelques difficultés qui sont liées à ça. Mais donc les articles doivent être de plus en plus courts. Il faut se rapprocher effectivement de médias plus accrocheurs, d'articles courts. Le temps de lecture, le temps de cerveau disponible etc. est moins important. Donc on nous demande de faire plus court. Et il y a aussi moins de place de toute façon pour la totalité des articles. Donc vous avez effectivement des sujets qui risquent de passer à la trappe, même s'ils mériteraient un meilleur traitement parce qu'ils sont importants sur le plan social. Ouais, je pense que mais je suis d'accord sur le fait, disons, on en parle moins, mais aussi parce que, disons, il y a moins de gros cas, comme à l'époque dans les années 80, 90, il y a eu du suicide collectif, il y avait la secte Waco, il y avait l'ordre du temple solaire. Si demain il y avait encore un suicide collectif, peut-être on en parlerait. Non, mais sans aller jusqu'au suicide collectif. On est dans une banalité. Mais après, oui, disons ça contribue à cette banalisation médiatique. Après aussi, je pense que la plupart des gens aussi se disent avec les sectes un petit peu la même chose que pour plein d'autres choses, c'est-à-dire on a le droit d'être comme on veut, c'est que pour la sexualité, que ce soit tout un tas de choses comme ça. Donc en fait, on met ça dans le cadre d'une liberté d'agir. Alors que les dangers, en fait, quels sont-ils ? Effectivement, les dangers, il faut les pointer, par exemple, les dangers thérapeutiques, détournements par rapport à la médecine, même sur des choses très basiques. La plupart des gens, même des journalistes d'ailleurs, il y a beaucoup de journalistes qui sont perméables, qui sont sensibles. Moi, en tant que scientifique, je sais justement que, il y a l'homéopathie, l'acupuncture, scientifiquement, il y a énormément de critiques à cet égard, mais dans le milieu journalistique, des articles critiques là-dessus, il n'y en a pas tant que ça, à part dans une presse très spécialisée. Donc, on est dans une société, on peut dire, on peut penser tout ce qu'on veut. Ça, c'est vrai, évidemment. C'est pas la nature de ce qu'on croit. C'est pas la nature de la croyance qui fait la secte. C'est le danger qu'elle peut induire. Et ce danger, il n'est pas facile à expliciter. Il demande de l'analyse en profondeur, en fait. Pour expliquer, par exemple, moi, j'avais fait, on avait fait un procès sur l'instinctothérapie, où le fait de manger des aliments crus, etc. Donc, dont le gourou a été condamné pour pas mal d'années de prison pour des affaires de viol. Là, quand on se retrouve dans un sujet comme ça, que nous, en tant que journalistes, si on veut être critique, alors les gens vont vous dire, mais quoi, manger cru, c'est bien. Oui, c'est bien de manger cru. Sauf que la dérive sectaire, elle est extrêmement subtile à mettre en évidence. Et parce qu'en fait, manger cru, c'est bien, mais si on ne mange que cru, après, si on commence à se désocialiser parce qu'on se coupe de ses amis qui, eux, vont manger cuit, normalement, comme la plupart des gens. Et donc, après, il peut y avoir aussi des problèmes de santé qui vont être là derrière. Mais en fait, finalement, c'est pas là-dessus. S'il n'y avait eu que ça, le gourou, dont j'ai oublié le nom, n'aurait jamais été... Burger n'aurait jamais été inquiété. Donc ce qui l'a piégé, c'est que l'instinctothérapie ne se limitait pas à la nourriture pour lui, mais effectivement aussi à d'autres choses. Ce qui est souvent le cas dans le mouvement sectaire. Voilà, après, c'est soit par ce biais-là, soit par le biais financier qu'on peut les avoir. Mais je dirais sur le contenu, moi je pense qu'il y a un vrai travail aussi d'analyse du danger des croyances, au-delà du fait qu'on peut croire tout ce qu'on veut. On peut adorer la carotte, l'oignon ou la Vierge Marie. Pour moi, c'est pareil, il n'y a pas de différence en termes de contenu. Je pense qu'on va peut-être donner la parole à la salle parce que le temps passe et puis certains ont des obligations de départ. Si quelqu'un veut bien faire circuler les micros, il y en a là aussi. Vas-y. Pour aller dans le sens que vous m'avez semblé indiquer, il faudrait peut-être insister sur un sujet qui n'a jamais été traité en profondeur, les sectes, combien ça coûte socialement ? Combien ça coûte socialement ? Par les conséquences, oui, bien sûr. Pendant que vous préparez les réponses, il y a une autre question par là.
faut lever la main peut-être. Oui, combien ça coûte, mais qui va s'attaquer à ce chantier immense? Parce que c'est les profondeurs de l'insondable. Il faut trouver les traces, c'est souvent ténu. Donc, il y avait il y avait une question. On pourrait voir ça, effectivement. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre? Non, je pense pas qu'il faut faire attention à pas tout mélanger non plus. Le New Age, enfin, a priori, la méditation, c'est pas très dangereux. Enfin, on connaît tous. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une mode. Non, mais bien sûr, mais c'est pas pour autant, justement, attention à pas y voir. Ouais. Non, mais cette soupe dont vous parlez, effectivement, mais Je le maintiens, ça. Alors là, je le maintiens avec ce que je lis et ce que je rencontre et ce qu'on entend dans nos actifs. Nous sommes dans une soupe New Age, ésotérique, bien-être et bien sûr. bien-être, chakra et Alors, c'est vrai que sous couvert de ces pratiques a priori parfaitement banales et bénignes, peuvent se cacher tout à fait certaines dérives. La scientologie s'inscrit aussi au départ pour le coup, le vrai New Age, c'est-à-dire, voilà, ils appelaient ça une sorte de bouddhisme technologique à l'époque, disait Ron Hubbard. Donc ça s'inscrit aussi voilà, dans cette culture-là. Mais vous avez raison, c'est vrai que voilà, ça se développe de plus en plus, même si tout ne donne pas lieu à des dérives sectaires. Mais c'est vrai que voilà, Ouais. Non, mais c'est ça justement, le problème, c'est la porosité entre des pratiques qui, après tout, sont légitimes. Le massage, ça fait du bien. La méditation, se reposer, fermer les yeux et puis penser à rien, ça fait du bien aussi. Mais à un moment donné, on a une passerelle qui amène là vers une vraie dérive sectaire. Justement, moi, j'ai fait une enquête sur une secte qui s'appelle la méditation transcendantale, donc qui elle est vraiment une secte. Mais a priori, quand moi j'ai fait ça, on m'a dit mais alors tu vas dire du mal de la méditation, c'est très bien. Moi j'ai des amis qui font de la méditation, et donc tout de suite on est dans une position difficile à tenir, hein, même finalement quand on doit placer un papier dans un journal, quoi, parce qu'on dit alors qu'est-ce qu'il y a de pas bien. Mais et finalement oui. C'est qu'elle joue vraiment sur cette porosité, et pour démontrer que finalement la méditation transcendantale en tant qu'organisation est une vraie secte, elle en a les caractéristiques, donc qu'est-ce que ça demande? Ça demande une enquête, et on arrive aussi à un problème très concret, c'est que faire une enquête, ça devient de plus en plus difficile pour les journalistes, parce qu'il faut du temps, donc ça veut dire que pour le journal il faut de l'argent, ça veut dire que vu que les journaux vendent de moins en moins, ils ont de moins en moins d'argent pour payer des reportages et des enquêtes qui prennent du temps, et voilà, donc du coup ça se fait moins aussi. C'est ça aussi le problème. Je vous demande d'être très bref dans les questions parce que nous avons 3 minutes. Alors, nous sommes plusieurs à travailler sur la méditation de pleine conscience. Et en fait, bien les sources, elles sont sur Internet. C'est-à-dire que nous avons pu constater qu'il y avait l'Institut Man and Life aux USA, financé en partie par la Fondation Steiner, donc ça parlera à tout le monde, que nous avons constaté que c'était exactement les mêmes qu'on retrouvait sur Davos, qui fait méditer les chefs d'entreprise du CAC 40, que nous avons M. Kabat-Zinn, qui est un des responsables, des directeurs du Centre Esalen, ça parlera aussi à tout le monde. Et moi, la question que je me suis posée, c'est en fait, est-ce qu'il n'y a pas derrière, parce que ça fait 3 ans qu'on travaille dessus, est-ce qu'il n'y a pas derrière une agence de communication, enfin j'en suis intimement persuadée, qui effectivement va pénétrer différents supports, des supports qui sont d'origine hollandaise, hein, évidemment, on a les cabis, et on a ce questionnement, mais pourquoi est-ce que la presse ne s'est pas emparée de ça? Pourquoi est-ce que la presse ne s'est pas emparée de la méditation profonde, qui effectivement est aussi sur les territoires? Et quand vous dites on ne mélange pas tout, mais je suis en train moi de vous dire qu'il y a une vague qui nous tombe dessus via l'Angleterre, via la Belgique, et qui pénètre la France. Et heureusement qu'on a donc la charte de la laïcité, et parce qu'il y a pénétration, tentative de pénétration dans les écoles publiques, tentative de pénétration dans les entreprises. Et donc moi je me dis, mais la presse, que fait la presse? Merci. Que fait la presse? Et j'allais dire que fait la police, mais on peut aussi dire que fait le gouvernement. Je vous en prie, répondez.
Écoutez, la presse fait ce qu'elle peut. On a la presse qu'on mérite quelque part aussi. Vous savez, on a, vous le disiez, il y a moins en moins d'argent. Et puis vous avez des gens crédules. Pour un tout autre sujet, mais comment se fait-il que sur Internet, vous aviez des gens qui croient encore, lorsqu'ils reçoivent un email leur disant qu'il y a 10 millions d'euros à gagner au Nigeria, ils répondent. Écoutez, on a notre travail à faire, mais il y a aussi un travail d'éducation plus important. On ne peut pas tout faire. Oui, c'est national aussi, la connerie. C'est pire que national, désolé, c'est mondial. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Charline. Oui, alors, bonsoir. Charline Delporte, je suis donc maintenant présidente du CAFES, qui est un centre d'accompagnement pour les familles. Et surtout, voilà, alors, ma question. D'abord, je voudrais vous remercier, messieurs les journalistes. Je remercie parce que vous êtes nos meilleurs relais en tant qu'association, pour une simple raison, c'est que quelquefois, sans vous, on ne peut pas faire revenir des enfants qui sont au loin, et par votre intermédiaire et par vos articles que vous faites les uns les autres, alors bien sûr pas des journalistes à sensation, eh bien vous arrivez à faire des belles enquêtes et les enfants reviennent ou d'Inde et d'ailleurs. Bien sûr, je connais Antonio Fischetti, je vous connais puisque vos articles, je les ai lus depuis bien longtemps. J'étais avant présidente de l'ADFI Nord-Pas-de-Calais-Picardie, fut un temps dans une ancienne vie. Eh bien, je peux vous dire qu'on a beaucoup travaillé. On travaillera peut-être encore ensemble, mais merci pour ces victimes et merci pour ces familles, parce que moi, les enfants viennent maintenant nous remercier d'être rentrés et de ne plus être enfermés dans ces cercles, je dirais, et ces mouvements à caractère sectaire. Et non plus des sectes, monsieur, vous avez parfaitement raison, monsieur de Libération, on ne parle plus de sectes aujourd'hui, on parle de dérives sectaires, de faits dommageables, de comportements et d'enfermement sectaire. Si vous dites à un magistrat « Bonjour monsieur, ma fille est dans une secte », il va dire « C'est quoi une secte en France ?» Excusez-moi, je suis toujours une emmerdeuse et je crois que je le resterai. Mais je ne crois pas que tu sois une emmerdeuse, c'est simplement un problème de temps, voilà. Je pense qu'on va mettre un terme Merci au beaucoup, débat en tout cas, pour de cette table ronde. Notre ami Hainaut devait partir d'urgence puisqu'il a un train à prendre. Moi aussi, je dois boucler un papier. Malheureusement, c'est pas sur les sectes. Voilà. Mais je vous en profite aussi pour remercier. Alors, je connaissais bien l'ADFI, l'UNADFI, pour avoir utilisé largement leurs archives. Et le travail que font les journalistes sur les sectes serait de toute façon bien moins intéressant et pertinent sans le travail aussi et les informations que font monter les associations. Donc merci à vous aussi, et vous contribuez grandement à ce travail d'intérêt général. Voilà. Ouais. Juste un mot aussi, je remercie Charline pour tout le travail justement qu'on a fait ensemble. Et effectivement, c'est-à-dire, faut voir aussi la vie d'un journaliste, ce que c'est-à-dire on arrive le matin, on a la possibilité de faire 15 ou 20 sujets, il va falloir en choisir un, donc ça veut dire tous les autres, on va pas les traiter. Et si on en traite un, c'est aussi parce que derrière, il y a des relais, il y a des gens qui finalement nous appellent, nous envoient des mails et puis insistent. Alors, vous avez lu le mail que je vous ai envoyé? Ah non, pas encore. Et puis, finalement, on va finir par le faire. Donc, en fait, si vous avez des sujets puis vous voulez qu'on en parle, il ne faut pas hésiter en fait à nous harceler pour que... C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, il n'y a pas de problème. Et puis, on va faire ce qu'on peut, effectivement. Merci. Je vous laisse parce que je ne vais pas faire la table ronde à moi tout seul quand non, même. Non, c'est plus possible. Donc, quelques applaudissements. Moi aussi, j'ai un article à faire, justement. Voilà. Merci à vous. Merci.